Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 11e épisode de Sapristi. Depuis le début de ma passion pour le vêtement, une question n'a eu cesse de m'obséder. Est-ce qu'il est réellement possible d'avoir un style intemporel? Alors par intemporel, je ne dis pas un style qui dure 100 ans, parce qu'en 100 ans, la société change trop, et de toute façon, même les vêtements les plus robustes ne peuvent pas être portés régulièrement sur un siècle. Mais en revanche, je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de s'habiller d'une façon qu'on doit changer tous les 6 mois, voire même tous les ans. Et même qu'on puisse prétendre à garder les mêmes vêtements 5 ans, 10 ans, voire même plusieurs décennies pour certains. Parce que je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais au vu des préoccupations environnementales des 10 dernières années, ça sert à quoi de faire des vêtements éco-friendly, responsables, plus durables, plus solides, si au final tu dois les changer pour des questions de style avant même de les avoir usés? Et ouais, si tout le monde achetait moins de vêtements, la moitié du problème serait déjà réglé. Sauf que c'est bien facile de dire aux gens « achetez juste moins de vêtements ». Mais en parallèle, on vit toujours dans une société aussi axée sur l'image, qui pousse toujours autant sur la consommation, qui pousse toujours aux promotions, à paraître, à acheter. Non, si l'on veut que les gens modifient leur comportement de consommation, il faut qu'ils y trouvent leur compte. Et c'est pour ça que selon moi, à l'échelle individuelle, un des choix les plus forts que l'on puisse faire sur l'aspect responsable, c'est de choisir de vraiment essayer de se faire un style intemporel. Oui mais voilà, si c'était si facile que ça se saurait. La tendance plus forte que la bonne volonté. Mais alors, comment faire du style vraiment intemporel? Alors là, je peux te dire que si j'avais la réponse, je te l'aurais donnée dès le début de la vidéo. En revanche, ce que je peux te donner, c'est les différentes réponses qu'apporte la mode et ses acteurs, et aussi les limites et les dérives de ces réponses. Et on va commencer par la réponse la plus fréquente à la question de l'intemporalité. La réponse de Jean Sarto, le classicisme. Globalement, la réponse des sartorialistes et des amateurs de classiques à la question de la temporalité peut se résumer par « Puisque c'est stylé depuis tel nombre d'années, c'est donc stylé à tout jamais ». Je remarque une tendance chez certains influenceurs du menswear à utiliser le passé comme argument d'autorité et à dire « Regardez, c'était fait comme ça en telle année, c'est donc bien, authentique et l'exemple à suivre ». C'est ce que j'appellerais l'approche historien du style. Pour leur accorder un certain crédit, il est vrai que, particulièrement sur le style masculin, on tend à juger que les vêtements pensés entre les années 40 et 90 sont les valeurs refuges absolues du style. Il faut dire que la vaste majorité des vêtements qu'on porte sont soit un revival direct, soit fortement inspirés de ces décennies de style. Mais est-ce que ça veut dire que c'est immuable pour autant? Parce que même les classiques sont réinterprétés. Prenons pour exemple la fameuse chemise en Oxford. Un classique comme on n'en fait pas deux, repris à toutes les sauces et qui a été introduit dans le vestiaire de la Ivy League dans les années 20-30. Est-ce que tu penses vraiment que la chemise en Oxford de 1940 est la même que la chemise en Oxford de 1990 qui est la même que celle de 2010? Même une pièce aussi simple et classique est soumise à des variations de coupe, de couleur, de détails, alors imagine une pièce aussi forte que, mettons, le trench ou le jean blanc. Et pourtant, j'aime vraiment toutes ces pièces, mais je ne mettrai pas ma main à couper qu'elles garderont une pertinence sociale sur une période de 10 à 30 ans. Ensuite, quand on te dit que quelque chose est vu comme beau et reconnu comme un classique depuis des décennies, il faut voir dans quelle proportion ça l'est. Prenons comme exemple le costume et tout l'univers sartorial qui lui est associé. Oui, c'est vrai, les bases du costume tel qu'on le connaît aujourd'hui sont à peu près les mêmes depuis les années 40 et on peut même retracer ses origines à la fin du XVIIIe siècle. Et oui, ça reste une icône très forte dans l'imaginaire collectif quand on parle de style. Mais concrètement, à part si tu travailles dans un très rare milieu encore assez formel comme le droit ou la finance, combien de costumes as-tu croisé dans la rue au cours de ces derniers mois? Et si tu devais donner à la louche un pourcentage par rapport au nombre d'hommes total que tu as croisés, est-ce que tu ne penses pas que ça diminue d'année en année? En fait, on pourrait faire un parallèle avec la musique. La musique dite classique est reconnue comme un classique des siècles après qu'elle ait été composée. Dans une certaine mesure, elle est toujours grandement appréciée, très écoutée et reconnue, et elle jouit d'un respect tout particulier. Mais dans les faits, combien de personnes écoutent du classique lorsqu'il faut animer une soirée ou une autre occasion sociale? Alors les gars, ça roule? Ça vous dit qu'on s'ambiance sur un petit Beethoven? Hein? Quelque chose qui continue d'être apprécié à long terme, mais dans une niche ou dans un contexte très précis, pour moi, ce n'est pas intemporel. L'intemporel a une portée plus universelle, plus sociale. Un style vraiment intemporel ne devrait pas se faire remarquer comme rétro, et ne devrait pas susciter des remarques comme le fameux « Hey, tu vas à un mariage !» Bref, le classique et l'intemporel, ce n'est pas la même chose. Je suis désolé, Jean Sarto.
La réponse ultra pragmatique, les basiques. Mais quand même, cette chemise en Oxford dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'elle vieillit pas autant que d'autres pièces qu'on aurait dit classiques. Est-ce que ce serait pas parce qu'elle est basique? Bah oui, c'est vrai ça. Plus un style est basique, et moins il a de parti pris de style. Or, les partis pris de style sont ce qui rattache les pièces aux tendances et aux époques. Donc, si on a un style plus basique, nos tenues devraient être presque impérissables. Et oui, pour moi, il y a un peu de vérité dans cette réponse, il y a de l'idée. C'est vrai que si tu portes un t-shirt blanc, il y a peu de chances qu'en 2020 on te dise qu'il fasse saut 2010 et qu'en 2030 on te dise qu'il fasse la décennie passée. Il y aura quand même des petites variations, col plus ou moins échancré, coupe plus ou moins longue, plus ou moins ajustée, mais ça reste subtil et beaucoup plus lent à changer que d'autres tendances. Oui, mais cette approche à elle seule est insuffisante. Parce que le risque, si tu l'appliques à 100%, c'est de ne pas avoir un style intemporel, c'est juste d'être intemporellement pas très bien habillé. Certes, personne ne te dira « Ouah, tu sors des années 70 ou quoi ?» Et on ne te remarquera pas trop. Mais on ne te remarquera pas trop en bien non plus. Tout ça pour ça, c'est décevant quand même. Et la vérité est que ne pas prendre parti quand tu t'habilles n'est pas vraiment possible. Parce que même la démarche qui affiche « je ne fais pas de parti pris de style » est en elle-même un parti pris de style. Et en plus, il reste encore le problème le plus fort que causent les changements de tendance. La coupe. La coupe, tendance contre morphologie. On va faire un petit jeu. Mets la vidéo en pause et va sur Google Images. Bon, en fait, non, mets pas la vidéo en pause parce qu'il faut m'écouter. Tape 40s men's style vintage, puis tape 70s men's style vintage, puis tape 2000 men's style vintage. Je rajoute bien le mot-clé vintage à chaque fois, sinon tu vas tomber sur des photos modernes de personnes qui s'inspirent de l'époque. Ensuite, tu laisses ton œil s'imprégner d'un certain nombre de photos pour chaque époque. Et là, normalement, un des premiers trucs qui devrait te choquer, c'est que la silhouette globale change beaucoup d'une époque à l'autre. Les grandes tendances amènent différentes silhouettes idéales. Et ça, c'est un point de changement beaucoup plus fort que de dire telle pièce vient de telle époque ou telle couleur était préférée à telle époque. Et chacun d'entre nous, limités que nous sommes par nos corps tels qu'ils sont, faisons de notre mieux pour nous plier à cet idéal au moment où il se présente à nous. Mais il arrive assez souvent que nos corps ne soient pas faits pour cet idéal. Tu l'as sans doute deviné, c'est à ce moment-là que je prends mon éternel exemple du slim et du skinny qui ont commencé dans les années 2000. C'est un de mes exemples préférés parce qu'il est à la fois un pied dans le passé pour le microcosme du monde de la mode et qu'il est en même temps encore fermement ancré dans le présent pour le grand public. Franchement, disons-le, c'était un style de maigre. Pensé pour les grandes perches, au physique longiligne ou au minimum des mecs de taille moyenne à la silhouette bien élancée. Et si tu n'y ressemblais pas, ma foi, tu faisais de ton mieux pour que tes vêtements te fassent coller à cette minceur. Je dirais même que si tu t'appliquais assez, même en étant moyen ou trapu, à l'époque, visuellement, ça passait. Et ça passait parce que, par effet de comparaison, tu t'habillais avec les coupes qui te faisaient ressembler le plus possible à l'idéal de l'époque. Peu importe quelle taille ou non, par effet d'association d'idées, ce choix était socialement valorisé. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que c'est fini, une fois que la vibe du moment est partie ? Bah là, tu regardes autour de toi et tu fais merde, non seulement ça m'allait pas si bien que ça, mais en plus tout le monde délaisse le slim. Et là, comme tu ne bénéficies plus de l'association d'idées à la silhouette idéale du moment, tu l'as dans l'os. Alors, je tape sur le slim, mais rassure-toi, je suis sûr que dans 10 ans, on aura le même problème avec les coupes extrêmement amples. Je mets ma main à couper qu'il y aura plein de petits et de maigres qui se seront habillés de plus en plus amples parce que c'était trop cool et parce qu'il y en a trop marre du slim et qu'il faut en faire toujours plus et qui, le jour où le vent va changer, vont se sentir comme inexistants, noyés dans des sacs de tissu qui flottent autour d'eux et qui leur donnent l'air de faire 10 cm de moins. La réponse à ce problème, elle réside dans l'approche qu'on a mentionnée au tout début. L'approche sartoriale, c'est quand même la seule approche qui, dès son origine, a été pensée pour équilibrer les corps de tout un chacun, plutôt que pour les faire rentrer dans une vision créative de la silhouette idéale. Et à mon avis, le meilleur moyen de la découvrir, c'est encore de faire l'expérience du vêtement sur mesure. Je te parle pas forcément de bespoke, qui est très très cher, même la demi-mesure, ça t'apprendra plein de choses. Sur ton corps, sur les retouches que tu peux faire, sur ce qui est trop serré pour toi, ou sur ce qui est trop ample pour toi. Aujourd'hui encore, nombre d'étudiants en école de mode considèrent qu'étudier le sarto, c'est apprendre les bases. Peu importe si par la suite tu préfères porter ou fabriquer des jogpants, des vestes techwear ninja ou des trucs complètement déjantés. Cette connaissance sera toujours un véritable atout pour toi. La réponse de l'artiste, l'inspiration personnelle.
Tirer des choses d'univers qui nous parlent et les interpréter à notre sauce. Se laisser inspirer par l'art, la musique, les films, les séries et réussir à transposer tout ça à notre style afin de créer quelque chose d'intime, de personnel qui reflète vraiment qui l'on est. Tout ça, c'est ce que je te décrivais quand je te parlais de la fameuse fonction d'inspiration de l'épisode 6 sur les super pouvoirs du vêtement. Et en théorie, si tu exprimes un goût qui est vraiment toi, qui est vraiment ton individualité, ça devrait aller au-delà des tendances, au-delà de la mode. Oui, mais il y a encore un mais. Un ami m'a rappelé récemment qu'en sociologie, on dit souvent que le plus grand problème de la discipline, c'est que l'on analyse des sujets pensants. Et que les sujets pensants, aussi bien ceux qui analysent que ceux qui sont analysés, ont toujours l'impression qu'ils ne sont pas concernés par leurs propres analyses. Mais tu parles de toi là, Nicolo? Ah non, mais moi c'est pas pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, un rédacteur mode qui te dirait « j'exprime mon goût très personnel, mon propre style », ne se rend pas forcément compte qu'il est souvent une interface à travers laquelle la mode, la culture et la tendance auquel il est soumis s'expriment. Pour le dire encore plus simplement, le style personnel n'est jamais si personnel que ça. Une partie importante de la culture que l'on consomme, que l'on apprécie et à laquelle on s'identifie est toujours le reflet de ce que nous propose l'air du temps. Sur Instagram, sur Netflix, dans les médias, au cinéma, sur Spotify, sur YouTube, dans les expos, dans les pubs. Tu ne choisis pas ce à quoi tu es culturellement exposé et du coup, tu ne choisis pas forcément ce qui t'influence. Et du coup, quand le monde change, oh, quelle surprise! Tes goûts ont changé avec lui! Alors je te dis pas que les tendances qui te plaisent ne te plaisent pas réellement, mais je t'invite quand même à te poser régulièrement la question suivante. S'il n'y avait pas eu tous ces acteurs de la mode et de la culture pour me donner envie d'aimer cette chose, est-ce que je l'aimerais vraiment? Je t'invite à rester critique sur tout ce qu'on te propose, même quand ça fait l'unanimité, que c'est frais, que c'est beau. Si tu ne le fais pas, le plus grand risque, selon moi, c'est de tomber dans ce que je surnomme affectueusement le cosplay. C'est un truc que je constate fréquemment chez les passionnés et professionnels de la mode. Tout à coup, on lit un magazine ou on suit un compte Instagram qui nous rend fascinés par exemple par la Ivy League ou par l'héritage workwear américain ou par le techwear d'inspiration ninja ou le streetwear hypé. Ou bien on te fait la promotion du style d'une époque. Waouh, regarde le style 70s, les pattes def, comment c'était trop cool en fait finalement. Dis, ça te dirait pas de vivre l'ambiance de Retour vers le futur? Allez, viens, dans les années 80, c'était bien. Ou encore, en ce moment, la tendance French Riviera dans le milieu sartorial à base de photos d'Alain Delon et du talentueux Mr. Ripley qu'on nous ressort ad nauseam. Et au début, tu commences par picorer raisonnablement dans ces univers qui s'offrent à toi. Tu te dis « Ah, mais je vais choper une légère inspiration cow-boy avec une petite ceinture western. » Et hop, un nouvel accessoire qui amène la surprise et le fun dans ma tenue. Et ça, c'est bien, mais puisque ça suscite chez toi une certaine surprise, un certain dépaysement, un certain exotisme, tu deviens addict. Addict au dépaysement stylistique. Et tout à coup, toi qui partais avec une simple ceinture, tu finis par te déguiser en Ralph Lauren version full ranchero du Midwest américain. Tu deviens addict à ce sentiment de revivre l'âge d'or du prépi Ivy League à base de mocassins, chaussettes blanches et velours côtelé. Addict à te prendre pour Marty McFly avec sa doudoune sans manches colorée et son style full denim. Et comme pour toute addiction, il y a une accoutumance. Et donc pour continuer à ressentir ce plaisir de la découverte, tu dois aller plus loin, tu dois porter des choses plus fortes, plus flashy, plus clivantes, toujours plus. Bref, tu finis pas à pas, sans t'en rendre compte, par tomber dans tout ce que l'humanité reproche à la mode depuis des siècles, être une girouette insatiable. En quelques mots, et pour citer un ami qui se reconnaîtra, attention à ne pas devenir un fétichiste du style qui n'atteint jamais l'orgasme. La réponse de Nicolo. Je cherche encore. Bah ouais, j'aimerais bien avoir une solution magique à te proposer, mais j'en ai pas. Si c'était facile, ça se serait, hein. Trouver la réponse à cette question, ce serait mettre fin à la mode telle qu'on la connaît. Et là, tu te sens peut-être un petit peu découragé, je comprends. Mais il faut pas désespérer. Je pense que même si le style intemporel est un idéal impossible à atteindre à 100%, il faut essayer d'y tendre. Pour moi, s'il y a une solution, elle se trouve sans doute dans le juste mélange de toutes les approches qu'on vient de voir et dans le fait d'éviter leurs excès. Savoir reconnaître la valeur des classiques sans devenir classiciste. Donner sa juste place à la simplicité et au basique sans tomber dans la fadeur morne et impersonnelle. Comprendre ton corps, ta silhouette, ce qui te va ou non, au-delà des tendances, au-delà du fait de prendre autrui comme exemple.
Laisser parler ta créativité tout en appliquant une certaine prudence et en faisant attention à ne pas trop te laisser porter par le monde qui t'entoure. Et sur ces mots, je termine cet épisode. Si la vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et n'hésite pas à nous partager à tous ta pièce la plus intemporelle, celle dont tu ne te séparerais jamais. Sur ce, porte-toi bien et surtout, on lâche rien.